Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis. Comment allez-vous ce soir? Pas bien? Vous êtes déprimé? Vous avez les orteils froids et mouillés à cause de la pluie? Eh bien c'est pas grave. Enfin si vous avez vraiment les orteils congelés, mettez la vidéo sur pause et réchauffez-les avant de vous choper une hypothermie, soyez pas con non plus. Mais si vous n'avez juste pas le moral, j'ai peut-être la solution pour vous. Étudiez les genres comiques, ça vous dirait? Ça vous remettrait pas un peu de baume au cœur? Bah oui, évidemment. Donc allez, ne pensez plus au boulot que vous venez de perdre, à votre amour qui vous a largué, ou à votre console qui vient de rendre l'âme. On va jeter à corps perdu dans la comédie. C'est parti. Mais pourquoi vous pleurez? Ah mais non, je vous ai dit de plus y penser, bordel! Comédie. Œuvre dramatique, en prose ou en vers, dont l'action a pour objet de divertir, soit par la peinture des mœurs et des ridicules, soit par des situations plaisantes. Le mot comédie nous vient du latin commoedia, lui-même inspiré du grec commodia, composé des mots comé, le village, et odé, le chant. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, le terme de comédie s'appliquait uniquement à des pièces de théâtre. Et elle vient de loin, puisque la toute première œuvre de comédie au monde date de 488 avant notre ère, sous la plume de Épicarme, un philosophe considéré comme le tout premier auteur comique au monde. Bon, peut-être qu'il y en a eu avant, sauf que, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas trouvé trace de comédie plus ancienne. Pour ce qui est de l'histoire du théâtre en lui-même, il faut savoir que la tragédie a été son tout premier genre, et le seul pendant un sacré bout de temps. Sauf qu'au fil des années, les auteurs se sont dit que ça pourrait être sacrément cool de faire des trucs un chouïa moins sérieux, ce qui a donné naissance à la comédie. Traduction, on a vraiment commencé les éléments comiques à partir de cette période. Du coup, je risque rien à supposer que toutes les comédies sont comiques. Non, tu te fous de moi là. Non. Pour faire simple, comme avec la fantasy, la comédie a donné naissance à toute une pluralité de descendants, parfois très différents de ce qu'elle était à la base, ce qui fait que certaines de ces comédies n'ont parfois absolument rien de comique. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi on les appelle toujours des comédies dans ce cas? Prends les comédies musicales par exemple. C'est pas forcément marrant. Souvent même, pas du tout. Alors pourquoi le mot comédie? Eh bien pour être honnête, c'est surtout en France que le terme est trompeur. Bon, pour les autres pays, je sais pas. Mais par chez nous, au Moyen-Âge, le terme de comédie avait été un chouïa oublié. Bon, ça n'empêchait pas les auteurs d'écrire des pièces comiques. C'est bon, vous arrivez à saisir la nuance entre comédie et comique? Quand le terme de comédie est réapparu en France, aux alentours du XIVe siècle, sa définition était beaucoup moins cadrée. Selon Nicolas Oresme dans son Éthique, elle est alors décrite comme toute pièce de théâtre à quelque genre qu'elle appartienne. En d'autres termes, si vous écriviez une pièce de théâtre à l'époque, qu'elle soit tragique ou comique, c'était de la comédie. Point. Et c'est également pour cela que, aujourd'hui encore, les acteurs sont invariablement appelés des comédiens. A la base, une comédie a pour tâche de représenter une scène de la vie quotidienne, mais d'y donner comme personnages des individus qui ne sont nullement des héros. Des idiots, des lâches, des goinfres, des obsédés, bref, des cibles pour une moquerie. Et le reste de l'histoire a elle aussi pour tâche de dépeindre un monde qui prête à sourire, et surtout, à se moquer. Cependant, la comédie, si elle critique un peu tout et tout le monde, n'a pas non plus pour but de pousser les gens à s'améliorer ou à imposer une quelconque morale, juste à rigoler un bon coup. Néanmoins, comme nous avons pu le voir dans les épisodes précédents, les genres, ça évolue plus ou moins avec le temps, et la comédie a, elle, sacrément évolué. Des exemples pour vous le prouver, on en a des tas, et des sous-genres, encore plus! Et je parle même pas de ceux qui se sont mélangés entre eux, et parfois même on ne catalogue même pas une comédie, mais un style d'humour en particulier. Alors je vous raconte pas le bordel que ça a été de cataloguer tout ce merdier. Et encore, je suis même pas sûr d'avoir réussi à tout trouver. Donc si ça ne vous dérange pas, je vous propose qu'on s'y mette immédiatement. On commence relativement simple avec la comédie d'intrigue. Qu'est-ce donc que cela? Eh bien c'est une histoire qui nous offre une intrigue construite et réfléchie, et qui fera rire de par ses rebondissements ou certains de ses événements. L'exemple le plus prégnant de ce genre étant Les Fourberies de Scapin de Molière, où Scapin, simple volet disposant d'une ruse sans égale, va s'amuser à pousser les pères de deux jeunes hommes à accepter les mariages non arrangés de leur fils. Ici, nous n'avons pas affaire au schéma classique de la comédie première, avec des héros idiots et des situations grand guignolesques.
Dans la comédie d'intrigue, la situation est tout de même assez sérieuse, tout comme ses protagonistes. Les gags viendront, quant à eux, essentiellement par les péripéties. C'est le style de comédie qu'on voit le plus souvent. Prenons l'exemple des Barbouzes, où l'on suit des aventures d'un espion français venu assister à l'enterrement d'un marchand d'armes, afin de dépouiller la veuve des secrets industriels de son mari. Manque de bol, il se rendra bien vite compte que d'autres espions, issus d'autres nationalités, sont également présents. Toujours de pair avec le domaine de l'espionnage, on a droit au délicieusement kitsch Kingsman, qui nous confronte à une escouade de super agents secrets ayant régulièrement pour but de sauver le monde. Of course! Là encore, ce sont des héros sérieux et compétents, mais certaines situations qu'ils affronteront, particulièrement délirantes, engendreront le rire, ou à défaut un petit sourire. Et on va terminer avec le fameux Grim Fandango, un point and click qui vous met aux commandes de Manny Calavera, un faucheur d'âme qui se lance dans une exploration du pays des morts afin de dévoiler un complot à grande échelle. Attention, on ne parle pas de situations ridicules, qui ont pour tâche d'humilier un personnage, mais bien de faire rire par le déchaînement de skill d'un perso, par la chance d'un autre, ou par le manque de réflexion d'un partenaire ou d'un adversaire, qui pousseront ainsi le ou les protagonistes à réagir de la meilleure façon possible, ou à pousser un profond soupir de désespoir. D'abord! Où est-ce qu'il est allé? Ben, je ne sais pas, mais je crois que c'est par là. Alors allons-y. C'est des maboules. Venez. Oui. Alors là, c'est totalement l'inverse de la comédie d'intrigue, et ça reste aussi un des styles de comédie préférés des Français. Ici donc, c'est le héros, ou un des héros, qui est affublé d'un trait de caractère particulièrement négatif, et c'est ce caractère qui va entraîner les gags. Conneries, radineries, nymphomanie, le personnage principal est affecté d'une tare socialement inacceptable, ce qui le mettra dans des situations particulièrement rocambolesques. On peut évidemment citer le cultissime dîner de cons, où les gags sont tous provoqués par le manque de réflexion de François Pignon. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Ou encore la fameuse avarice de l'oncle Picsou, d'Harpagon dans l'avare de Molière, la peur des maladies d'hyperchondriaque, Ça va, j'ai chopé un petit rhume, mais ça va. l'obsession pour le dépucelage de Les Ursutes Larry, l'arrogance démesurée de Rufus dans Déponia, et sa tendance à provoquer catastrophe sur catastrophe, le racisme de Cartman dans South Park, Oh oui! Vous voulez dire le problème des juifs? Bon, oh super, c'est bien de faire quelque chose contre ça! Ici, on n'a plus vraiment affaire à une histoire qui veut faire rire, mais bien à un univers qui nous pousse à nous moquer des protagonistes, en les ridiculisant parfois à outrance et en montrant bel et bien que leur défaut est source de tous leurs problèmes. On arrive sur le premier style de comédie qui ne se révélera pas nécessairement comique. C'est bon depuis le début? Vous arrivez bien à faire la différence entre comédie et comique? Bon. Alors la comédie de mœurs, elle a pour rôle de dénoncer les excès d'une classe sociale, d'un groupe ou plus simplement d'une époque. Et si on se fie à cette définition, ça signifie que South Park est une comédie de mœurs. Putain! Vous couchez avec des enfants! Ouais, vous voyez, nous on croit en l'égalité entre les genres, la tolérance et tout le bordel, mais vous, allez vous faire foutre! Sérieusement? Ah, ça vous la coupe ça, hein? En gros, les personnages sont des personnes normales, voire carrément lambda, qui vont évoluer dans un environnement bien précis. Ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas non plus atteints des pires défauts du monde, mais ils sont le regard qui nous permettra de découvrir leur époque, leur classe ou leur groupe, par le prisme de leur vision. Après, les mœurs en question peuvent être critiquées avec humour, comme c'est le cas dans South Park, ou au contraire aborder tout ça avec un certain sérieux, un second degré qui est davantage grinçant que marrant, comme dans American Beauty. Bon, là, ça va être quick. Grosso modo, une comédie mixte, c'est une comédie qui contiendra généralement les trois thèmes que je vous ai présentés juste avant. C'est-à-dire qu'il s'agit à la fois d'une comédie d'intrigue, de caractère et de mœurs. Vous prenez par exemple l'avare de Molière, ça correspond tout à fait. Le personnage principal est un radin de première, ce qui attire la moquerie, une intrigue est construite autour et entraîne le sourire, et ça décrit avec un certain humour les mœurs de l'époque. Après, pour ma part, je pense que la plupart des comédies existantes sont des comédies mixtes. Ce sera quand même assez rare qu'on voit un film, une série ou un jeu et qu'on se dise « Ah, ça c'est une vraie comédie de caractère », mais rien d'autre. Une comédie héroïque, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une comédie avec des super-héros, mais bel et bien avec de simples héros. Et qui considérait-on comme des héros entre la fin du Moyen-Âge et la Révolution? Les nobles. Grosso modo, dans une comédie héroïque, les protagonistes seront ni plus ni moins que des personnes disposant d'un rang social élevé.
Enfin, en général, puisque le héros peut tout aussi bien bénéficier d'une noblesse de cœur. En gros, avoir des sentiments qui font vraiment de lui un héros. Cependant, ça ne fait pas vraiment d'eux des personnalités intouchables dont personne ne se moquera. Leur noblesse, ou tout simplement la réaction de leur entourage à leur noblesse, au contraire, engendrera des situations comiques. Le plus célèbre de tous, c'est évidemment Don Quichotte, écrit en 1605 par Miguel de Cervantes. Don Quichotte est le nom que s'est donné un jeune hidalgo, obsédé par la chevalerie médiévale, à tel point qu'il a accumulé une gigantesque bibliothèque d'ouvrages sur le sujet. Se prenant alors pour un chevalier ancestral, il se confie alors pour tâche de défendre l'Espagne contre les menaces des enchanteurs, et s'imagine constamment vivre des aventures farfelues. Il voit une jeune paysanne comme une princesse, un batelier comme un chevalier rival, il prend les moulins pour des géants qu'il faut oxyre. Ouais, en gros, on peut dire qu'il a un léger pet au casque. Maintenant, revenons sur la supposition du début. Est-ce qu'on peut considérer qu'une comédie avec des super-héros peut appartenir au genre comédie héroïque? Eh bien, si on considère que les super-héros sont nos héros à nous, ceux de notre époque, et qu'ils conservent certaines des qualités de pureté et de noblesse d'âme, oui, peut-être. Mais je vais pas vous mentir, je suis pas super convaincu. Attendez! Vous vous demandez pourquoi le costume rouge? C'est pour que les méchants me voient pas saigner. Y en a un qui a tout compris. Il a mis son froc marron. Surtout pour lui en fait. Alors, la comédie pastorale, c'est une comédie qui a pour protagoniste des bergers. Non, j'ai pas d'exemple là. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous en connaissez, vous, des comédies avec des bergers comme personnages principaux? Alors avec le vaudeville, on a un peu plus de trucs à se mettre sous la dent. Il s'agit d'un style de comédie assez léger qui va davantage se focaliser sur le comique de situation et les quiproquos. Si vous connaissez les 2 minutes du peuple, François Pérusse s'est souvent fait une joie de parodier ce style. Chérie, me tromperais-tu avec un fermier? Quoi? Mais quelle imagination fertile tu peux avoir, c'est phénoménal! Oh, tu sais... Tu m'étonneras toujours! Je n'ai aucun mérite! Tu as du talent! Oh, n'exagérons rien. J'avoue que j'ai été un peu aidé par la moissonneuse-batteuse stationnée devant la porte. Enfin, chérie, c'est Monsieur Edgar qui est venu me dire bonjour! Il s'enfuyait à toute vitesse, comme quelqu'un sur le point de se faire surprendre. Chérie, ça ne tient pas debout, on ne peut pas s'enfuir à toute vitesse avec un pantalon baissé! Non, mais sans pantalon du tout, ça va très bien! Le vaudeville, il date plus ou moins du XVIe siècle, et doit son nom à un recueil de poésie et de chants paillards écrits à cette période, et qui était nommé le livre des chants nouveaux de Vaudevire. Vaudevire étant une autre orthographe de Vaudevire, qui désignait lui l'ancien nom du Val de Vire, une aire géographique située en Normandie. Bon après c'est l'origine qu'on retient le plus, mais il y a une autre étymologie possible, qui est qu'au XVIIIe siècle, on désignait certaines pièces de théâtre sous le terme de voix de ville, le terme s'étant peu à peu déformé pour devenir voix de ville, vaudeville. Au XVe siècle, il s'agissait essentiellement de chansons grivoises qui pouvaient avoir une certaine part de satire en elles. Mais ce n'est qu'à partir du XIXe siècle qu'apparaîtront les premières pièces de vaudeville telles qu'on les imagine actuellement. C'est-à-dire avec une femme prise en flagrant délit d'adultère et se mettant à hurler « Ciel mon mari !» devant toute la salle. Quoi? Eh mais me regardez pas comme ça, c'est pas moi qui les ai inventées ces pièces. Pour les exemples, je pourrais vous citer évidemment les pièces de théâtre, et la plus célèbre me venant en tête étant Un fil à la patte de Georges Feydeau. Bon par contre, je vous cache pas que dans les autres domaines, jeux vidéo, films, séries, tout ça, j'en connais aucun. Peut-être qu'il y en a, hein, sûrement même. Donc si jamais vous en avez sous la main, n'hésitez pas à les balancer dans les commentaires. Le vaudeville avait pour tâche de nous faire rire avec du comique de situation, avec une forme d'absurde et une certaine élégance, cultivant avec dessein tout ce qui appartenait au genre. C'était pas l'humour de l'élite, mais c'était quand même un chouïa collé monté, on va pas se voiler la face. Pour ce qui est de la farce, c'est exactement l'inverse. Ici, on va pas chercher à vous faire rire par le biais d'un comique intellectuel. Non, la farce, c'est l'humour bas de plafond, l'humour beauf, le Jean-Marie Bigard de l'humour. Enfin bref, vous allez me dire, messieurs dames habitués à cuisine, c'est marrant, le nom me fait penser à cet aliment qui sert à en farcir un autre, et vous avez parfaitement raison. En effet, le terme date du Xe siècle, au Moyen-Âge donc. Et à l'époque, on raffolait notamment des pièces de théâtre religieuses. Sauf que pour détendre un peu l'atmosphère, les acteurs avaient pris l'habitude, au milieu de la pièce, d'improviser quelques jeux farfelus. Improviser des blagues? Raison pour laquelle on parlait de farce, parce qu'on farcissait la représentation. La classe, hein? Bon après, la plupart des farces étaient surtout orales. Donc ce sera difficile de déterminer quelle a été la première farce au monde. Par contre, on sait quelle est la première farce écrite. Il s'agit du Garçon et de l'aveugle, qui date de la seconde moitié du XIIIe siècle. Par contre, ne me demandez pas qui est l'auteur, il est pas connu. Un jeune garçon voit arriver un aveugle. Afin de mendier et de récupérer quelques piécettes, les deux personnages vont alors s'associer pour faire la manche.
Mais choqué par certains propos de l'aveugle vis-à-vis des gendarmes, le garçon lui fait alors quelques coups tordus, profitant de son handicap pour avoir l'air innocent dans ce qui arrive au vieil homme. Les farces sont généralement burlesques, bouffonnes, gavées de quiproquos ou de comportements aberrants. Donc en clair, un humour très absurde, irrationnel, extravagant et souvent grossier. Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Ton fion, il en pourra plus d'extase. En gros, c'est un peu rire devant un mec qui lâche une caisse. Moi, j'ai bien envie de prendre un rendez-vous et de me faire rincer le côlon. Tu veux te rincer le côlon? Eh ben alors moi je vais essayer. Ça dégage. C'est bien rincé là on dirait. Clétus, mon Dieu! Allez, c'est parti pour un tour. Non, ne pète pas, Clétus, on est à table. Ne me dis pas de pas péter. Si je veux me dégager le côlon, j'ai le droit, non mais... C'est pas moi qui ai parlé de lâcher des bombes. J'ai dit que je moi, voulais me faire rincer c'est le côlon. toi. Tu veux parler de tes saloperies et moi j'ai pas le droit de péter. C'est quoi ces saloperies? Vas-y, explique-moi ce que ça veut dire. C'est quoi un rinçage à ton avis? Tu crois qu'on va te passer au lave-vaisselle? C'est du burlesque. Et pour ceux qui se demandent ce que signifie burlesque, c'est simple. Un humour avec lequel on ne cherche pas à vous faire rire intelligemment. On vous fait rire avec des trucs cons. Un mec qui se vautre comme une merde, c'est marrant. Un Gugus qui se fait tabasser à coups de bâton, c'est fun. Et le tout n'est pas nécessairement construit sur une intrigue digne de ce nom. Ça peut juste être une suite de gags sans lien. Jusqu'au XVIe siècle, on distinguait alors le théâtre en 3 catégories. La tragédie pour les nobles, la comédie pour les bourgeois et la farce pour le bas peuple. Et si aujourd'hui la farce a gagné ses lettres de noblesse, c'est grâce à Molière, qui a permis de davantage brouiller les frontières entre les différents milieux théâtraux. Donc on dit merci Momo. Alors évidemment, quand on dit parodie, je suppose que la plupart d'entre vous vont rager dans les commentaires pour affirmer que « Mais on sait ce que c'est les parodies, dis-nous un truc qu'on sait pas que ça existe !» Entends ta gueule, toi, hein? Oui, évidemment. Mais est-ce que vous savez d'où ça vient exactement la parodie? Non? Alors vous la fermez et vous me laissez raconter, bande de petits... Pardon. Le mot parodie nous vient du grec... Ok, je sais pas comment ça se prononce, mais ça signifiait chant sur un autre air ou contre-chant. Il s'agit tout simplement de prendre un univers déjà existant, afin d'en modifier les personnages, l'intrigue ou les lieux, de manière à ce que ça en devienne drôle. En gros, c'est ajouter des éléments d'un comique de caractère, d'intrigue ou les deux, dans une œuvre préexistante. Et parfois, ça inclut de devoir modifier les noms des personnages principaux. La parodie, elle existe depuis un bon paquet de temps, puisque la plus ancienne parodie que l'on connaisse, il s'agit de la Batrachomiomachie d'Homère, qui est une parodie de l'Iliade d'Homère. Alors, on suppose que c'est Homère qui s'est autoparodié, mais d'autres historiens penchent plutôt vers un certain Pygrès d'Halicarnasse. Rapport à la datation du texte, qui calerait son origine au 5e siècle avant notre ère. Et n'étant moi-même pas un expert dans le domaine, je risque pas de vous dire quelle théorie est la bonne. Donc la Je savais que t'y arriverais pas 2 fois. Ta gueule, la Batrachomiomachie donc, c'est l'Iliade parodiée. Tout connement. Comme autres exemples, on peut évidemment citer Banal Fantasy, la saga MP3 qui parodiait Final Fantasy VII, ou encore le cultissime Spartatouille qui se foutait ouvertement de la gueule de 300, ou encore les nombreuses parodies des couvertures de Martine que vous pouvez trouver un peu partout sur le net. Et croyez-moi, il y en a qui sont quand même vachement drôles. Bon, par contre, si vous lisiez du Martine quand vous étiez gosse, soyez avertis que ça va détruire toute votre enfance de façon définitive. Vous êtes prévenus. Conclusion, vous prenez un truc connu, vous le modifiez un peu pour le rendre drôle, et ça y est, vous avez une parodie. Tenez, un autre exemple. Si je vous dis parodie, Petite Sirène et Stephen Chow. Ouais. Celui qu'on surnomme le roi de l'humour de Hong Kong a réalisé une parodie de la Petite Sirène. Intitulée The Mermaid, on en suit globalement la même trame. Une sirène qui tombe amoureuse d'un être humain, sauf que le tout est transporté dans un univers contemporain, où le prince est en réalité un entrepreneur peu soucieux de l'écologie, tandis que la sirène a, à la base, la tâche de l'assassiner. Ok. Du coup, les parodies porno, ça compte aussi? Ben... techniquement non, mais la justice a reconnu qu'une œuvre qui devenait un prétexte à foutre du cul partout, c'était de la parodie. Alors dans ce cas oui, mais... je pense qu'il faudrait trouver un autre mot que parodie, justement. Parce qu'une parodie a d'abord pour objectif de faire rire, pas nécessairement pour se moquer de l'œuvre d'origine d'ailleurs. Beaucoup de parodies ont énormément de respect pour les œuvres dont elles s'inspirent. Ils essaient juste de s'amuser un peu avec le matériau de base. Alors oui, ça peut aussi être le cas de la parodie porno, mais je sais pas.
j'ai du mal à considérer ça comme une parodie. Et je suis certain que parce que j'ai parlé de porno dans une de mes vidéos, certains ne vont pas hésiter à me traiter de... Eh ben voilà, ça a déjà commencé. Bon, dis que c'est du pastiche alors, ce sera plus simple. Ah non, surtout pas. Bah pourquoi pas? Mais parce que c'est pas du tout la même chose. Tout comme la parodie, le pastiche est à peu près aussi vieux que la littérature elle-même. Mais contrairement à la parodie, c'est pas du tout le même délire. Là où la parodie va s'attacher à un univers précis et défini, le pastiche sera beaucoup plus vaste dans ses choix. Son but n'est pas de se moquer d'un film, d'un livre, d'une série ou autre chose. C'est généralement de rire de tout un style, d'un certain genre ou d'autres choses dans ce genre. Si vous avez vu mon premier épisode sur la SF, vous savez que la toute première œuvre de ce style est Histoire vraie de Lucien de Samosate, qui pastichait pas mal d'auteurs, contemporains ou non, car il les accusait de présenter comme véridiques des voyages complètement fucked up, comme l'Odyssée d'Ulysse ou encore Ctésias d'Ocnide et son Histoire de l'Inde. Il copiait pas les œuvres en elles-mêmes, mais il s'inspirait de leur style d'écriture, tout en allant infiniment plus loin dans l'idée du voyage fantastique. Donc du coup, toute histoire reprenant un style en particulier, qu'il s'agisse d'un style d'écriture d'un auteur ou d'un genre en particulier, devient un pastiche s'il est fait dans un but comique ou satirique. Après, évidemment, une pastiche peut contenir des éléments de parodie. Pour l'exemple, la trilogie Austin Powers est un pastiche de film d'espionnage. Mais son personnage principal est clairement une parodie de James Bond, avec son côté espion ultime ultra visible qui s'envoie en l'air avec absolument tout ce qui porte un utérus. Ah bah excusez-moi, mais ça correspond parfaitement à la description de 007. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On nique maintenant ou on nique tout de suite? Évidemment, on aura l'habituelle série de films se terminant par movie. Super-héros movie, scary movie, disaster movie, sexy movie... Bon, là le but est clairement avoué, on s'inspire des films de genre et on part dans notre délire avec. Et je ne résiste pas non plus à l'envie de vous parler de Chroma Squad, un jeu vidéo indépendant en pixel art qui vous met aux commandes d'une équipe de cascadeurs désireux de tourner leur propre série de Sentai. Vous savez, les Sentai, Power Rangers, Beetlebox, tout ça. Avant de se rendre compte qu'ils deviennent vraiment des super-héros, à chaque fois qu'ils enfilent leur costume fait de morceaux de carton et de tissu peint. Some murders take seconds. Others take minutes. Some murders take hours. Now, this murder takes years. Walking into my house, and I need a squad car here, right now. And again, 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 and again.